Bonjour, avez-vous déjà entendu dire que tout ce que vous expérimentez, c'est votre cerveau? Et cette déclaration, est-ce que ça vous semble pas étrange ou est-ce que ça vous semble une réalité? Et si c'était entre les deux ou les deux en même temps? Eh bien, en quelques minutes, je vous propose de parcourir cette notion que l'on appelle la nature des apparences. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour, Arnaud Guetcheux, je suis animateur du blog terre-de-repos.tv. J'ai un long parcours dans la tradition tibétaine avec en particulier 5 longues années de retraite, avec une retraite coupée du monde pendant 1 an dans la tradition himalayenne et puis une seconde retraite dans le même cadre, mais là cette retraite a duré 4 années où nous étions dans un petit centre de retraite avec une dizaine d'amis compagnons de retraite guidés par un lama bhoutanais. Et donc ça m'a donné suffisamment d'expérience et de compréhension subtile des enseignements de cette belle voie himalayenne que l'on a pratiquée presque jour et nuit pendant 4 années pour transmettre. Depuis une dizaine d'années, je me consacre à la transmission et en particulier, j'ose innover et transmettre en ligne car Internet est un moyen extraordinaire qui permet énormément d'échanges avec toutes les personnes que je guide. Écoutez, aujourd'hui, on va se consacrer à cette notion de la nature des apparences. En effet, on entend régulièrement dire que ce que nous percevons, c'est notre cerveau. C'est généré par notre cerveau, c'est dans votre cerveau. Mais si on réfléchit bien à la chose, si vous observez ce qui se passe en vous et ce que vous percevez autour de vous, est-il logique d'affirmer que ce que vous voyez ici et maintenant, c'est dans votre cerveau? Votre expérience vous démontre qu'il y a quelque chose d'illogique, complètement illogique dans cette affirmation. Et en vérité, cette affirmation n'est pas complètement erronée, car en effet, nos perceptions sont conditionnées par le cerveau, et puis en tout cas, toutes nos perceptions, on le sait maintenant et on ne peut pas dire le contraire, toutes nos perceptions sont possibles grâce au système de perception sensorielle. Donc par exemple, on a les yeux qui sont impactés par des signaux. Il y a encore débat au niveau des scientifiques pour savoir quelle est la nature de ces signaux, mais faisons abstraction de la nature de ces signaux. Ces signaux donc impactent l'œil, ça passe par le nerf optique, c'est très complexe, l'œil est très complexe, le nerf optique est très complexe, ça arrive au cerveau, donc là c'est sous forme d'électricité, c'est de la biochimie, de l'électricité. Il y a le traitement du signal par le système cérébral, admettons, et puis au final, on voit. Donc, en vérité, ce que l'on perçoit, c'est donc le fruit de toute cette longue chaîne physiologique et cérébrale, mais le résultat, le fruit, ce sont les images. Donc, ce que l'on voit, ce sont des fruits créés par le système cérébral, on va dire par l'esprit. En dépendance du cerveau, nous sommes bien d'accord, il y a une interdépendance, mais le cerveau, qui est quelque chose de physique, n'est donc pas de même nature que ce que vous voyez. Ce que vous voyez, ce sont donc les images qui rayonnent dans votre conscience visuelle. Donc les scientifiques n'ont pas tort d'affirmer que les images sont le cerveau, mais en vérité, ils sont proches de la bonne formulation, mais ils n'osent pas franchir le cap vers la spiritualité. Car le mot spiritualité ou esprit résonne de façon qui fait peur dans beaucoup d'esprits. Mais si on réfléchit de façon pragmatique et du coup scientifique, si le résultat du traitement du signal, c'est ce rayonnement d'apparence, eh bien ce que vous voyez, c'est donc votre conscience visuelle, pas le fait d'être conscient. Mais les images elles-mêmes sont le rayonnement de votre conscience.
Les rayonnements, les apparences, sont votre conscience elle-même. Les images sont votre conscience. Il n'y a pas d'un côté votre conscience et de l'autre les images, comme si vous regardiez les images. Non, les images rayonnent dans votre esprit et vous en êtes conscient. Après, de savoir s'il y a un observateur qui observe ce qui rayonne dans votre esprit, c'est un autre sujet plus subtil. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir aux scientifiques, en vérité, ce que l'on peut affirmer, c'est que ce que l'on perçoit est le rayonnement de notre conscience visuelle. Donc c'est notre esprit. Et en même temps, c'est le monde. Mais en vérité, si c'est le rayonnement de notre conscience visuelle, eh bien ce que l'on voit, c'est donc notre esprit, ou la partie de notre esprit qui est la conscience visuelle. Donc ce que l'on voit, les images, c'est le monde, certes, mais en vérité et avant tout, c'est le rayonnement de notre conscience visuelle. Donc c'est notre esprit. On peut oublier le mot esprit si vous voulez, on peut garder le mot rayonnement de la conscience visuelle. Et ce rayonnement se produit dans un espace, ou en tout cas on le perçoit comme étant un espace, qui au niveau de la perception qu'on en a, cet espace où rayonnent toutes les apparences, n'a pas de limite. Si on se place dans le Grand Canyon, on verra le Grand Canyon. Si on se place dans l'océan, on verra l'océan. Donc ce rayonnement n'a pas de limite. La qualité du rayonnement ou la limite d'observation dépend de l'organe des sens, de l'œil, qui n'a pas la... dépend de l'œil et du traitement du signal. Mais on va dire que cet espace dans lequel se déploient ces images, c'est notre conscience visuelle qui n'a pas de limite. Donc ces rayonnements lumineux, ces images, c'est la magie de l'esprit. Et en même temps, c'est le monde physique. Notre esprit est une extraordinaire machine, si l'on veut, qui rayonne toutes ces perceptions pour qu'on puisse vivre en adéquation avec les objets, pour les prendre, discuter avec les individus. Bref, notre système cérébral, notre esprit, s'est façonné au fil des millions d'années pour nous permettre de vivre en adéquation avec notre environnement. Mais notre système cérébral, notre esprit, nous propose une image qui nous permet de vivre dans le monde. Mais si notre conscience visuelle ne génère pas d'image, eh bien on ne verra rien. Mais le verbe est à revoir. Ce n'est pas que l'on ne verra pas les choses, c'est que, en vérité, les rayonnements ne sont pas générés. Parce que si on ne génère pas d'apparence, si on ne rayonne pas les apparences, si notre conscience visuelle ne rayonne pas ce que l'on perçoit, eh bien notre conscience visuelle reste un espace vierge, nu, profond, spacieux, dans lequel rien n'émerge. Mais si on peut arriver à cette expérience directe que c'est ainsi, eh bien on comprendra que tout ce qui rayonne, finalement, toutes les images sont de même nature que les images qui rayonnent dans un rêve. C'est exactement de même nature, tout est rayonnement. En revanche, les conditions qui vont faire émerger telle ou telle apparence, les conditions sont différentes. Dans le rêve, ce qui fait émerger les apparences, c'est uniquement notre mémoire, nos conditionnements, notre psyché. Et notre psyché fait émerger des images illusoires, oniriques. En revanche, ici et maintenant, à l'état de veille, si les apparences sont le rayonnement de notre esprit, donc de même nature que les apparences dans le rêve, en revanche, les conditions qui font émerger les images ici et maintenant, les conditions dépendent de l'environnement. Car les stimuli qui impactent vos yeux
conditionne ce qui rayonne dans votre esprit. Mais les rayonnements eux-mêmes, dans la tradition himalayenne, vous avez vu que je suis dans une atmosphère himalayenne, parce que j'ai donc un parcours dans cette tradition. Dans les enseignements traditionnels, on appelle ces rayonnements apparitions. Donc tout ce que vous voyez ici et maintenant, c'est le rayonnement de votre conscience. Ce sont des apparitions visuelles qui apparaissent en dépendance des stimuli. La logique est exactement la même pour les sons, les odeurs, les sensations corporelles. Bref, tous nos sens sont des rayonnements des consciences sensorielles associées à chaque sens. Il y a des stimuli. Alors pour l'oreille, c'est des stimuli acoustiques, une vibration de l'air. L'air fait vibrer le tympan. Donc une vibration de l'air, ce n'est pas un son. L'air fait vibrer le tympan. Une vibration mécanique, ce n'est pas un son. Le tympan fait vibrer un liquide dans un canal où il y a du liquide. Donc la vibration mécanique du tympan se transforme ou induit une vibration aquatique. Cette vibration aquatique, au final, arrive à la fin du canal, il y a quelque chose comme un petit osselet, ou bref, ça fait vibrer des cils. Donc c'est des vibrations de parties mécaniques, physiques. Ces petits cils, au final, il y a un traitement du signal, quelque chose comme ça, et ça produit de l'électricité. Il n'y a pas de son pour l'instant. L'électricité va arriver au système cérébral, le signal électrique va rentrer, bref, dans le cerveau, il va y avoir des choses très complexes, de la biochimie, de l'électricité, etc. Et le résultat, ce n'est pas encore un son, mais le résultat final de toute cette longue chaîne, c'est les sons. Tout ce que vous entendez. Donc tout ce que vous entendez, c'est donc le résultat de toute cette longue chaîne. Mais ma voix que vous entendez, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas votre cerveau. Oui, c'est conditionné par le cerveau. Mais le son lui-même, c'est comme la magie de votre conscience auditive, le fruit de votre conscience auditive. Et le son lui-même et la conscience auditive, cet espace sensoriel auditif qui rayonne le son, eh bien le son et la conscience, ou cet espace, le son et cet espace sensoriel sont indifférenciés. Donc on dit que la conscience sensorielle auditive rayonne le son. Donc vous entendez votre conscience, vous entendez votre esprit. Donc les sons sont votre esprit, donc c'est vous. Et c'est votre corps subtil. Il n'y a pas d'un côté vous et de l'autre les sons. Puisque les sons sont le fruit de votre conscience. Les sons sont donc vous-même. Et vous-même, ce n'est pas dans le sens moi, je, l'ego. Non, c'est quelque chose qui est bien plus large, qui est votre conscience, qui n'a pas de limite. Ceci nous amène à parler de deux réalités. La réalité relative et la réalité ultime, ou certaines facettes de la réalité ultime. La réalité relative, c'est que ce que vous entendez, c'est la voix, c'est ma voix, la voix d'Arnaud, la voix de Lama Getsche, la voix de... Voilà, vous entendez ma voix. C'est la façon habituelle de considérer le phénomène. Donc c'est la vérité relative. Mais en vérité, ce que vous entendez, c'est votre propre conscience auditive, votre propre champ sensoriel auditif, vos propres créations en dépendance des stimuli, mais c'est vous qui créez le son que vous entendez. Il y a une interconnexion entre les mouvements de ma bouche,
la caméra qui enregistre le signal, qui devient électrique et stocké. Ce n'est pas du son. Dans la carte mémoire, il n'y a pas de son, je vous le promets. Je n'ai pas mis de son dans la carte. Après, ça passe par mon ordinateur, Internet. Bref, ça fait des mois ou des jours ou des heures que j'ai mis la vidéo. Ça fait vibrer votre casque ou vos enceintes qui font vibrer vos tympans. Donc c'est très complexe. Donc ce n'est pas ma voix que vous entendez, c'est le résultat de toute cette chaîne très complexe. Donc vous m'entendez, c'est la vérité relative, mais en vérité, ce que vous entendez, c'est le rayonnement de votre conscience. C'est donc vous. Vous vous entendez vous-même. Et après, si on analyse ces sons que vous entendez, eh bien on peut se poser des questions. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le son, si c'est donc l'esprit? Et si le son, c'est l'esprit, qu'est-ce que l'esprit? Regardez les sons. Où sont les sons? Est-ce qu'on peut les attraper? Est-ce qu'on peut leur donner une dimension? Notre esprit et votre conscience, votre esprit, votre conscience, et donc ce qu'elle génère, ça transcende tous les concepts, toutes les notions, car la nature fondamentale de ce qu'est un son, pas toute la longue chaîne complexe, mais le son lui-même, l'objet son qu'on cherche à attraper. Le son lui-même, il transcende tous les concepts, toutes les notions. D'ailleurs, pour être simple son, ou pur son, ou uniquement son, le son n'a pas besoin de nos concepts ou n'a pas besoin que l'on réfléchisse. Alors, quel est l'intérêt de réfléchir à tout ça? Eh bien, l'intérêt, c'est que la logique est la même pour l'ensemble de nos sens. Le goût, les odeurs, les images, les sons, les sensations corporelles et les pensées. Car les pensées, ce sont des rayonnements dans l'esprit, tout comme les sons, les odeurs, qui sont les rayonnements de l'esprit. Donc on n'a pas à distinguer les pensées, les affects, les concepts des sens, comme s'il y aurait l'essence physique et l'esprit, les concepts, le mental, qui serait un autre domaine. Si les images sont le rayonnement de nos consciences, c'est tout spirituel, ce n'est qu'esprit. Si c'est le rayonnement de la conscience visuelle, ces images sont certes en lien avec le monde physique, mais ces images, si elles sont l'esprit, elles sont toutes spirituelles, toutes célestes. Là, on touche à des notions qui rejoignent toutes les spiritualités contemplatives. Toutes les traditions parlent de la nature fondamentale, ultime des apparences. Ce n'est pas un mystère si toutes les traditions spirituelles authentiques, les grandes traditions, donc les plus grandes de notre monde, parlent de monde céleste, de monde divin, de monde céleste, de monde lumineux. Ce n'est pas un hasard. Donc devant vous, vous avez un mur et vous savez qu'il est solide. Et vous expérimentez qu'il est solide, vous ressentez qu'il est solide. Mais vous n'êtes pas en train de le toucher. Alors, comment se fait-il que vous voyez qu'il est solide? D'ailleurs, vous voyez, le mot voir et solidité, ça ne va pas ensemble. On ne voit pas la solidité, on ressent la solidité. Donc, ça démontre bien que vous voyez que le mur est solide. Donc, vous ressentez qu'il est solide. Mais vous ressentez, c'est en vous. Alors que le mur, il est là-bas. Donc, votre regard est façonné par votre ressenti. Donc, en vérité,
c'est la cohabitation d'une image et d'un ressenti physique. Mais un ressenti, ce n'est pas une image. Et une image, ce n'est pas un ressenti physique. Ce n'est pas un ressenti sensoriel de matérialité. Une image est une image. L'image est purement lumineuse puisque c'est le rayonnement de votre conscience visuelle. Et par-dessus, vous avez la sensation corporelle, mais qui émane de votre propre corps. Et cette sensation, vous l'assimilez à la solidité du mur. Donc en fait, la solidité du mur que vous ressentez, elle émane de votre propre corps. Ce n'est pas le mur. Alors en vérité, cette logique a une raison d'être. Le système cérébral de l'être humain est bien fait pour qu'on puisse ne pas se cogner dans les murs, donc on a une mémoire sensorielle qui nous rappelle que, attention, tu ne peux pas passer à travers le mur, il est solide. Donc on nous fait ressentir la solidité. Il y a une raison d'être dans tout ça. Ce n'est pas absurde. Mais ce que l'on voit, c'est donc une image sur laquelle on rajoute une sensation qui vient de nous, de solidité. Mais si cette sensation de solidité, les scientifiques appellent ça un modèle interne. C'est un modèle interne lié au ressenti du toucher. Donc ce modèle interne se mélange à l'image et on a l'expérience du mur solide. Maintenant, si ce modèle interne, si ce mouvement cognitif, on le pacifie, on le met au repos, donc finalement, si l'esprit reste au repos et ne génère pas cette sensation de solidité, eh bien, si l'esprit est au repos, si on a mis en suspens cette émergence, si on met en suspens cette émergence, il ne reste que l'image dénuée de perception de solidité. Alors oui, ce n'est pas aisé de mettre ces mouvements cognitifs au repos, parce qu'on n'est pas habitué, on est tellement façonné par cette habitude de générer les perceptions de solidité, qu'il faut, dans notre cheminement spirituel, calmer l'esprit, poser le mental et être introduit à l'expérience ou introduit à la nature véritable des apparitions de notre conscience visuelle, par exemple. Et ça se prépare, ça se travaille. Et c'est le but, par exemple, des 6 yogas de Naropa, et en particulier le yoga du rêve ou le yoga du corps illusoire, ou celui de la claire lumière. Donc ce sont des pratiques avancées que l'on prépare. On prépare le terrain pour être capable d'aborder ces pratiques-là, mais une fois qu'on les approche et qu'on est prêt, ça devient, est-il dit dans les textes, trop simple. C'est parce que c'est trop simple qu'on ne peut pas les aborder tout de suite. Donc il faut poser le mental, pacifier les modèles internes, justement, nous introduire à aiguiser notre discernement, comme ce que je suis en train de faire, c'est aiguiser votre discernement en ces directions-là. Et donc on aiguise notre discernement, on pose, on calme le mental, on crée une brèche, un lâcher-prise, et là, éventuellement, le méditant peut expérimenter que l'ensemble des perceptions sont le rayonnement de sa conscience. Et donc la suite logique de ce type de méditation, c'est qu'on prépare le terrain, on a une première expérience où on réalise vraiment, concrètement, directement, qu'en effet, ce que je viens de vous expliquer, c'est vrai, c'est pas de la poésie, c'est pas de l'utopie, et c'est plus qu'accessible, parce que c'est déjà la nature des apparences que vous percevez déjà maintenant, mais ce n'est pas reconnu comme tel. Donc l'introduction à l'expérience, c'est un peu comme un Bing Bang, parce qu'imaginez que vous vous mettiez à percevoir que l'ensemble des perceptions sont de nature illusoire, ça va modifier pas mal de choses dans vos perceptions et dans votre façon d'être. Donc le processus habituel, traditionnel, c'est qu'on prépare le terrain, on introduit à l'expérience, on redéveloppe régulièrement l'expérience, on la stabilise, et si elle devient accessible à souhait, alors l'expérience devient une réalisation. Et à partir du moment où c'est devenu une réalisation, le méditant peut se placer dans l'expérience pour purifier de façon subtile des émotions, des conditionnements,
des habitudes, le karma, tempérament, bref, tous les voiles qui se surajoutent à la réalité en vérité. Donc, en se plaçant dans l'expérience régulièrement, le méditant peut à partir de ce moment-là pratiquer des pratiques profondes telles que les 6 yogas de Naropa, les 6 yogas de Niguma, de Sukhasiddhi ou les tantras. Et en vérité, les tantras sont faits surtout pour être pratiqués depuis ce samadhi, depuis ce plan de contemplation subtile. Et depuis ce mode de perception, alors les pratiques vont pouvoir se faire et ça va, à moyen terme et à long terme, purifier, dissiper les modèles internes erronés. Car en fait, l'être humain est sans cesse dans une expérience qui est erronée, c'est-à-dire qu'on vit sur un mode d'être qui est comme pollué par des modèles internes qui ne sont pas en adéquation avec la nature véritable des phénomènes. Et ça induit énormément de choses. Par exemple, on voit un individu et parce qu'on a par exemple des souvenirs en lien avec cet individu, ce n'est pas l'individu d'aujourd'hui que l'on va voir, c'est l'individu dont on se rappelle des souvenirs. Donc on ne va pas être en lien avec l'individu qui est devant nous, on va être façonné par ce qu'on se rappelle ou ce qu'on s'imagine de lui. Donc on n'est pas en phase avec la réalité, on n'est pas dans l'instant. Et donc ce n'est pas avec l'individu qu'on va avoir une relation, mais c'est avec l'individu que l'on projette. C'est juste un exemple. Mais prendre conscience que justement nos ressentis sont façonnés par nos modèles internes, ça nous aide à prendre conscience que la relation qu'on a avec l'autre, c'est en fait une relation qu'on a avec nous-mêmes, en nous-mêmes. Et cette prise de conscience permet de faire s'écrouler tous ces modèles internes et d'être en empathie et en perception directe de l'individu qui est face à nous. Et ça change les relations et ça ouvre des horizons énormes en tant que tranquillité intérieure, réceptivité, amour, compassion. Et comme ça entraîne une forme de stabilité et de lâcher-prise intérieure, ça emmène les ressources et toute la créativité nécessaire pour être adapté à la situation et avoir les meilleures réponses ou attitudes adaptées à la situation. Alors, se placer dans ce mode d'être-là, c'est possible. Ça peut devenir une habitude, ça peut devenir un mode d'être. Donc, en fonction du niveau du yogi ou du méditant, eh bien, ce mode d'être va être facile à développer. Ou alors, on va pouvoir se surprendre à ne pas être dans ce mode d'être-là. Mais le yogi, s'il a acquis un petit peu de souplesse pour se replacer dans ce mode d'être antérieur à l'émergence de ses projections, eh bien, le fait d'être perturbé par ces projections, ces projections vont du coup être une clé qui va déclencher ce lâcher-prise. Oh, c'est mes projections, je les lâche, et là on est en phase avec l'autre. Alors je suis allé plus loin que prévu, mais comme c'est passionnant tout ça, je voulais vous montrer un peu, un tout petit exemple de ce que ça peut apporter comme bienfait, tout ce que j'ai évoqué avant. Si ce qu'on a partagé ou certains aspects de ce qu'on a partagé aujourd'hui vous intéressent, eh bien, je vous invite à regarder sous la vidéo. J'ai mis quelques liens qui vont vous emmener vers des contenus qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'étais ravi de passer ce moment avec vous pour ce sujet passionnant qu'on a fait qu'effleurer tout en allant à l'essentiel malgré tout. Donc je vous dis merci et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, le petit bouton qui se trouve ici. Et puis faites un saut sur mon blog Terre de Repos, je serai ravi de répondre à vos questions. J'adore les questions et j'adore vous donner des réponses ou des pistes de réponses. Merci bien, à bientôt.